Chanson de Brassens qui va guider nos pas le long de la Seine maintenant, celle de l'Auvergnat. L'Auvergnat qui a apporté, vous allez voir, bien plus que 4 bouts de bois à Paris. C'est notre héritage du jour. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois. Dans ma vie il faisait froid. C'est un homme bon, lui, l'Auvergnat pour qui Georges Brassens a écrit une chanson. Un homme généreux qui, durant la guerre, offrit aux chanteurs de quoi se réchauffer le corps et le cœur. Derrière le portrait de ce bienfaiteur se dessine l'histoire de toute une communauté, celle des immigrés de l'intérieur. Au XIXe siècle, l'exode rural conduit des milliers de montagnards à descendre les pentes du Massif central pour chercher fortune du côté de la ville, la Grande. L'histoire des Auvergnats de Paris, c'est un peu une conquête de la capitale par des étrangers qui viennent de loin, qui sont considérés au XVIIIe siècle, au XIXe siècle comme des parias, et qui petit à petit vont arriver à se mettre à l'avant-garde de la société française, de la société parisienne. Travailleurs acharnés, les Auvergnats parviennent à gravir les échelons jusqu'à devenir les maîtres de la Restauration. Leur ascension signe la revanche d'un groupe soudé qui a nourri, abreuvé et fait danser Paris. Pour rejoindre la capitale, les Auvergnats ont commencé par user leurs sabots sur les chemins avant de remonter le fil de l'eau. En 1642, l'ouverture du canal de Briare permet à la navigation de relier la Seine à la Loire et l'un de ses affluents, la rivière Allier. Vous allez avoir tout un trafic fluvial qui va se développer entre l'Auvergne et Paris via l'Allier, avec des bateaux qu'on appelait les sapinières, parce que comme leur nom l'indique, ils étaient faits avec du bois de sapin. C'était des sortes de gabarres avec un fond très plat, qui pouvaient transporter des tonnes de marchandises, les céréales de la Limagne, le vin des coteaux d'Auvergne, le charbon de Brassac-les-Mines, et même de la pierre de Volvic qui servait à faire les pavés parisiens. Et ces bateliers, en fait, ils pouvaient faire qu'un voyage aller, c'était impossible de remonter le courant. Donc une fois qu'ils étaient arrivés à Paris, ils démontaient leur bateau, ils vendaient le bois, et revenaient à pied. Ces voyageurs au long cours sèment les graines d'un mouvement migratoire qui prend toute son ampleur au XIXe siècle grâce au développement du chemin de fer. Les Parisiens voient alors affluer des trains remplis de femmes, mais surtout de jeunes hommes, pour la plupart fils de paysans. Des provinciaux que la presse montre du doigt et de la plume. Ils avaient des grands chapeaux, des parts, ils portaient des galoches aux pieds. Et surtout, ils étaient reconnaissables à leur patois, leur accent, leur façon de dire « che » qui était un peu moquée. Donc c'est pour ça qu'on les appelait les fouchtras, les charabia, enfin, des mots extrêmement péjoratifs parce que c'était les pauvres à l'époque. Et donc au départ, ils étaient regardés d'une manière un peu méprisante. Et ils ont lutté véritablement pour en fait parvenir à une élévation sociale et une reconnaissance qui viendra avec le temps. On les appelle les Auvergnats, mais tous ne le sont pas. Beaucoup viennent de l'Aveyron, de la Lozère ou de la Corrèze, de ce vaste territoire rural où la vie n'est que labeur. Fuyant la pauvreté et les crises agricoles, les enfants désertent le pays pour s'implanter du côté de la Bastille. Ce quartier devient, au plus fort de l'exode rural, le fief incontesté des déracinés. La Bastille, au XIXe siècle, on l'appelait la Petite Auvergne. En particulier le quartier autour de la rue de la Roquette. Il y a deux principales raisons qui expliquent l'installation des Auvergnats dans ce quartier. Le premier, c'était d'abord la proximité du quai de Bercy pour les bateaux, puis ensuite, après l'inauguration de la gare au XIXe siècle. Et la deuxième raison, c'est que dans ce quartier, les artisans bénéficiaient d'une franchise, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à payer d'impôts. Pour gagner leur pain, les hommes s'improvisent ferrailleurs, frotteurs de parquet, porteurs d'eau.
C'était une vie très dure avec des métiers manuels, donc très difficiles. Et on arrivait parfois à s'enrichir. On a l'exemple d'un Aveyronais en 1840 qui s'appelait Chassant, qui est revenu ensuite en Aveyron, qui s'est fait construire une maison. Donc les gens autour, ils étaient ébahis, ils se sont dit pourquoi pas nous. Après avoir exercé divers métiers, les Auvergnats se spécialisent à la fin du 19e siècle dans le commerce de combustible. Surnommés bougnats, les livreurs de charbon sont des figures de la vie parisienne. Ils fondent aux quatre coins de la ville des dépôts de bois et charbon qui font aussi office de café. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez tout jeune? Je livrais du charbon, j'étais livreur de charbon. Et vous continuez? Et je continue. Donc vous êtes vraiment ce qu'on peut appeler un bougnat? Le bougnat, le vrai bougnat de palier. Le mot bougnat vient de charbougnat, qui veut dire charbonnier dans le patois auvergnat. Ou alors on a dit aussi que les bougnats circulaient avec leur charrette à bras en disant charbonja, charbonja, et que le son a été déformé, que c'est devenu bougnat. Là, vous êtes typiquement dans un café bougnat qui a fait office de café bougnat jusqu'aux années 1970. Donc c'était pas du tout décoré comme ça à l'époque. Les cafés bougnats, c'était simple. C'était souvent des petits établissements. Par exemple, chez mes grands-parents, il y avait 12 places assises, 3-4 tables. Les gens jouaient à la belote dans la journée, il y avait le comptoir. Mais alors, il y avait une vie conviviale. Par exemple, le téléphone du quartier, c'était le café Bougnat. On venait aussi là prendre l'apéritif, parce que ça ne se faisait pas de prendre l'apéritif chez soi à l'époque. Tout le monde venait prendre l'apéritif au café. À l'origine, la femme du bougnat gère le café, pendant que son mari livre le charbon. Dans beaucoup de villes de France, les gens avaient des grands soupirails et commandaient le charbon une fois par an, en hiver, pour tout l'hiver. À Paris, c'est pas du tout ça, parce que il y avait soit des petites caves, soit pas de caves du tout, en particulier dans les quartiers populaires. Et donc souvent, le bougnat devait porter le charbon jusque dans les appartements, parfois au 6e étage sans ascenseur, pour déposer dans le coffre à charbon qui était à côté du poêle. C'est ce qui rendait le travail extrêmement difficile. Mon grand-père a d'ailleurs une vie très dure. D'ailleurs, il a eu parfois des problèmes de santé, une congestion pulmonaire aux alentours de la cinquantaine. Il est mort du cœur, comme on disait à l'époque, et certainement aussi il avait le cœur usé par ce travail. Durant leurs rares moments de répit, les bougnats se réunissent pour parler du pays et faire vivre les traditions. À la Bastille, la rue de Lappe, l'artère festive du quartier, a longtemps vibré sous les pas de bourrées. La rue de Lappe, il faut considérer que c'était comme un village. Il y avait plein d'échoppes de toutes sortes, évidemment beaucoup de bois-charbon. Et le dimanche, c'était le jour de repos. Là, on avait les gens qui revenaient dans ces bois-charbon pour danser, mais danser uniquement dans le milieu auvergnat. C'était des bals de famille. Il n'y avait pas de gens extérieurs. C'était des petites pièces très serrées. Ça devait sentir le travailleur, vraiment. Et là, ça dansait l'après-midi, ça buvait, ça se rencontrait. Et puis des couples se formaient et le milieu auvergnat se développait. Les bals rencontrent un succès tel que les Auvergnats décident d'en ouvrir les portes à tous et de faire payer l'entrée. Attiré par ce business de la danse, un Parisien du nom de Jo France fonde en 1936 sa propre enseigne. Le bal à Jo est le temple du musette, un genre musical né quelques années plus tôt de la rencontre entre deux immigrations. Dans tous les petits lieux auvergnats où ça danse, un instrument roi, on peut dire, c'est la cabrette. La cabrette, c'est une cornemuse et on l'appelle une musette. Donc il y a des bals à la musette. Un jour, les Italiens arrivent avec des accordéons et commencent à se présenter dans les bals en disant « Regardez, nous, on sait jouer tous ces airs auvergnats et en plus, on peut jouer les airs à la mode. Est-ce que vous voulez bien qu'on joue chez vous ?» Les Auvergnats vont résister. Comment ? Parce qu'ils voient que le risque, c'est la disparition de leur musique et de la cabrette et de la vielle à roue. Il va y avoir des bagarres. On a même du témoignage d'une oreille arrachée un jour. Et un député va même monter à l'Assemblée nationale pour dire « Arrêtons tout, des étrangers, il faut tuer ces joueurs d'armoire à bretelles ». Heureusement, la querelle entre les Auvergnats et les Italiens se solde par une réconciliation. Rue de Lappe, il y a le roi des cabrettères, Antonin Bouscatel, qui un jour voit rentrer dans son établissement Charles Pégury, un joueur d'accordéon. Il lui dit « Toi là-bas, monte sur scène, viens jouer avec moi ». Et il veut le ridiculiser. Et il n'y arrive pas, parce que l'autre suit tous les morceaux et joue merveilleusement bien. Donc au bout de 15-20 minutes, Bouscatel se lève et dit «
Mesdames, messieurs, l'avenir est là, l'avenir est à l'accordéon. Nous, on va s'effacer. La bourrée se voit détrônée par la valse et la java. Une danse sensuelle qui plaît aux mauvais garçons, à ceux que l'on surnomme les apaches. Alors, la réputation des truands et des choses de nuit, ça colle pas tant aux Auvergnats qui, quand on est dans les années 30-40, commencent à être dépassés. Ils commencent à se replier sur eux-mêmes, à créer des groupes folkloriques, parce que le musette a pris son envol tout seul, et là, c'est un autre monde. Les Auvergnats ne sont plus les rois du bal, mais ils deviennent les princes des brasseries parisiennes. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, la brasserie Lippe et le café de Flore sont des symboles de l'ascension sociale des Auvergnats. Durant l'entre-deux-guerres, Marcelin Cazes et Paul Boubal, deux anciens bougnats partis de l'Aveyron sans un sou en poche, parviennent à racheter ces hauts lieux de la vie intellectuelle auxquels ils confèrent un climat chaleureux. C'était des lieux caractérisés par un sens de l'accueil très particulier. On parle souvent de l'oustal quand on est aveyronnais, ça veut dire la maison. Et en fait, quelqu'un comme Marcelin Cazes, par exemple, accueillait ses clients à la porte, les conduisait jusqu'à leur table. Il y avait une qualité d'accueil qui était comme si on accueillait quelqu'un chez soi. Et ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres brasseries tenues par des personnes d'autres régions. La célébrité du café de Flore, elle vient du fait que les gens venaient pour le poêle à charbon pendant l'occupation, il faisait tellement froid. Et Simone de Beauvoir le dit du reste dans ses mémoires. On venait au café de Flore parce qu'on était bien accueillis, parce qu'il y faisait chaud. C'était vraiment l'esprit des Auvergnats de Paris. Boubal et Cazes, les patrons du Flore et de Lippe, doivent leur succès à leur ardeur, leur légendaire sens de l'économie et surtout au soutien de toute une communauté. Tous ces hommes qui sont devenus des grands patrons ont aussi réussi grâce à un réseau d'entraide auvergnat qui était extrêmement développé. Les marchands de fonds étaient souvent des Auvergnats qui aidaient les gens à s'installer. On misait aussi sur des personnes qui avaient un certain rayonnement, qui étaient appelées à réussir. Boubal et Cazes sont devenus des figures du milieu auvergnat de Paris et en même temps des figures de tout Paris. On venait les photographier. Dans Paris Soir en 1949, il y avait un article qui disait que le café de Flore était le café le plus connu au monde. Aujourd'hui, près d'une brasserie sur deux est dirigée par les Auvergnats et leurs descendants. À Belleville, le Mistral appartient à la famille Miquel depuis 70 ans. Cet ancien café charbon est tenu par deux frères qui partagent leur vie entre la capitale et l'Aveyron, où ils ont grandi dans une ferme familiale. Vu mon fort attachement à l'Aveyron, j'ai fait en sorte que la maison, ici, l'établissement que mes parents avaient créé, soit une représentation de tout ce qui peut se faire en Aveyron, que ce soit charcuterie, viande, tradition culinaire, vin. J'ai voulu recréer même l'intérieur de mes grands-parents, jusqu'à mettre en fresque le village de nos origines. L'état d'esprit que j'essaie de transmettre ici, c'est l'esprit famille. J'ai encore des clients qui ont 50 ans de fidélité, qui sont des êtres proches. Mais Paris n'est pas l'Aveyron, Paris n'est pas l'Auvergne. Et ceux qui ont quitté le pays restent souvent déchirés entre deux terres. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir un jour revenir en paix en Aveyron. Et voilà, me payer ma petite ferme, garder des prairies. Les retours au pays, pour moi, c'est toujours le retour aux sources. Voilà, quand je revois les monts d'Auvergne au loin, je suis heureux. Allez, c'est le